Pourquoi faire ça finalement ? Tu aurais très bien pu développer une boîte complètement basée sur le leasing, qui semblait être apparemment sain comme modèle, puisque tu disais que vous l'avez autofinancé et que ça s'est bien passé. C'est quoi la volonté ? Le leasing, c'est un gros marché ancien avec beaucoup d'acteurs. Déjà, il y avait une volonté d'innover sur ce marché. Si tu veux faire la différence sur un marché, il faut que tu apportes quelque chose d'un peu différent. Nous, on a des assez grosses ambitions. On veut vraiment être un leader européen de la gestion IT pour les PME. Si tu as cette ambition-là, je pense que oui, il faut te donner les moyens. Et du coup, cette notion quand même de all-in-one, elle est assez puissante. On a toujours eu beaucoup de products par rapport aux devs. Tu vois, on a toujours eu un binôme product and tech. Et maintenant, en fait, on n'a plus qu'un leader dans l'équipe qui vient du produit. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très simple, tu vois, tout inclus. Après, dans le SaaS, du coup, tu as des add-ons, quoi. Enfin, maintenant, on a développé pas mal de choses. Là, c'était la première version qui, je pense, n'était pas capable de se vendre toute seule. On va peut-être réinvestir pas mal en tech pour, tu vois, préparer la prochaine phase de croissance. C'est des phases, quoi. Mais pendant très longtemps, l'équipe la plus grosse, c'était de très loin l'équipe tech. Et il y a un moment, on avait 50% des entreprises tech. Ouais, des effectifs tech. Là, je me ceinture pas mal d'argent autour de moi. Et en fait, le Portixon. Et donc, le Portixon, donc là, je peux te dire, non, mais le flip, tu vois, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois, c'est mon dernier jour au Maroc. Salut Sévan. Salut Timothée. Ça va ? Ça va super, merci pour l'invitation. Merci à toi. On vient juste pour donner un peu les coulisses de choisir le décor du studio, c'est-à-dire les lumières, et c'est Sévan qui a choisi, donc je pense qu'on va rester là-dessus, on se sent bien, chaleureux. On est super bien là. Sévan, tu es le cofondateur et CEO de Fleet. Qu'est-ce que c'est Fleet ? Alors Fleet, c'est un service qui simplifie la gestion IT des PME, des boîtes de 5 à 500 salariés, et on va de plus en plus sur des plus grosses boîtes. Donc, comme toutes les boîtes, on cherche à aller plus loin. On va à market. Donc en fait, on simplifie le cycle de vie, la gestion du cycle de vie du matériel IT pour les entreprises, donc de l'acquisition à la gestion au renouvellement, via une souscription. Donc au lieu d'acheter l'ordinateur, on va le louer avec tout un tas de services inclus, donc garantie, maintenance, support. Et un SaaS qui est aussi inclus à l'offre. Donc c'est une all-in-one souscription qui permet de gérer ces ordinateurs, les sécuriser, gérer les mises à jour et tout faire en fait depuis une seule plateforme. Trop bien. Donc vous avez commencé par le service, c'est ça ? De leasing initialement. Moi je me souviens au début il y avait une plateforme et vous étiez connu en plus dans l'écosystème tech surtout. Tu vas me dire d'ailleurs si vous faites que ça pour faciliter la location de matos. C'était sur un type de matériel précis à l'époque ? Ouais, on a commencé avec une offre très simple et très transactionnelle qui était louer votre MacBook Air, MacBook Pro au lieu de l'acheter. Donc on est parti du constat avec mon associé Alexandre que à l'époque, donc 2019, il y avait beaucoup de services aux entreprises qui étaient en train de se faire disrupter avec des super boîtes. Alan pour l'assurance, Conto pour la banque, Payfit pour la paye. Et l'un des plus gros postes en fait des entreprises qui était l'acquisition et la gestion des ordinateurs, il n'y avait aucun service vraiment innovant. Donc la plupart des startups, donc nous on vient de l'écosystème startup, donc on a expérimenté ces problèmes nous-mêmes avant de créer Fleet. La plupart des startups en fait achetaient leurs ordinateurs directement chez Apple, sur Amazon, chez Back Market. Donc déjà ça coûte cher d'acheter, surtout quand on est une startup. Et que tu recrutes 10 personnes par semaine. Exactement. Tu lèves de l'argent. Exactement. Et ça posait plein de problèmes. Alors voilà, ce qu'on aime bien raconter, tu vois, c'est l'employé qui arrive le premier jour et son ordinateur n'a pas été livré, ou son ordinateur ne marche pas, ou l'ordinateur qui se met à ramer et tu ne sais pas à qui t'adresser parce que tu n'as pas de service IT en interne. Donc tu vas demander peut-être au CTO, tu vois, ou à un dev de t'aider, mais ce n'est pas son métier. Un ordinateur qui casse ou qui a un problème de maintenance et tu ne sais pas quoi faire. Donc on aime bien raconter que... ce qui est la vérité d'ailleurs, Alex, mon associé, en fait, il travaillait chez Ironhack avant, qui est une école un bootcamp. C'est un bootcamp, un peu comme le wagon. Exactement. Ouais. Il a un jour, il enchaîné les calls et il a en fait refermé son ordinateur sur ses écouteurs et ça a cassé l'écran. Et les écouteurs. Et les écouteurs. Okay. Et il avait des calls back-to-back toute la journée. Donc tu vois, dans ces situations-là, tu as un ordinateur qui ne fonctionne plus, tu dois faire des calls, donc tu es en urgence. Et donc, il part en urgence avec la carte bleue de la boîte à la Fnac pour racheter un ordinateur, tu vois. Et il ne savait pas quoi choisir. Enfin, donc, il se met à racheter un ordinateur complètement un peu random, quoi, au hasard. Et en fait, ça va qu'il y a une perte de valeur énorme. Déjà, un employé qui doit s'occuper lui-même de racheter son ordinateur, donc qui perd des heures, tu vois, de travail, qui rachète un ordinateur qui pourrait potentiellement être, tu vois, réparé pour pas très cher. Donc voilà, donc c'est vrai que l'expérience était... je pense, très mauvaise.
Donc nous, on s'est dit, OK, il y a un truc à faire. On va arriver avec une offre très transactionnelle, très simple. Voilà, au lieu d'acheter, vous louez. Donc payez 40 €, 50 € par mois pour un MacBook, avec une garantie, donc un support inclus. Et en fait, on a tout de suite eu un product market fit sur cette offre-là, mais donc une offre très transactionnelle. Nous, on est 2 cofondateurs business, tu vois, on n'avait pas de CTO. Donc, on est arrivé avec quelque chose de très transactionnel, avec très peu de produits derrière, en fait, très peu de tech, quoi. Juste une landing page, un formulaire. Ils viennent d'où les MacBooks? Alors, au début, on a commencé à faire que du reconditionné. Donc, on avait comme Back Market. Comme Back Market. Donc, on s'est dit, on va arriver aussi avec une offre la plus green possible. Donc, on avait on va dire les meilleurs vendeurs de reconditionnés sur Back Market, ce qui est la meilleure notation, qui était capable aussi d'encaisser du volume et de faire quand même du reconditionné assez récent. Tu vois, parce que chez Back Market, tu as du reconditionné qui parfois a plus de 10 ans, tu vois, parce que le but, c'est de payer vraiment pas cher. Donc nous, on s'est dit, voilà, on va pas faire plus de 3 ans d'âge, parce qu'après, on les loue pour potentiellement 3 ans. Donc on a commencé à faire que du reconditionné. Puis alors, on s'est rendu compte quand même qu'avec le reconditionné, il y avait quand même pas mal de soucis. Et surtout que les entreprises, elles cherchent avant tout la performance. Tu vois, et donc le reconditionné fit moins un produit qui fit moins avec le business en B2B qu'en B2C. C'est-à-dire que moins de fiabilité? C'est moins le besoin des entreprises. Okay. Tu vois. Les entreprises sont prêtes à payer le prix du neuf. Ce qui compte, c'est d'avoir un ordinateur performant. Stable, tu vois, surtout fiable. quand tu travailles avec dans la tech, tu vois, tu as envie d'un ordinateur performant qui va vite et qui n'a pas trop de problèmes. Donc, assez vite, on s'est mis à proposer aussi du neuf. Puis, assez vite, dans le mix produit, en fait, le neuf a représenté les 3/4 des ventes. Et maintenant, on continue à faire du reconditionné. Mais c'est vrai qu'une grande majorité de nos locations, c'est du neuf. Ok. Aujourd'hui, là, sans parler de tout ce dont on va parler aujourd'hui, juste sur la partie location de matériel, c'est encore que du MacBook ou vous louez plein d'autres choses? On a commencé avec une offre très simple. Alors maintenant, on loue toutes les marques, en tout cas toutes les bonnes marques d'ordinateurs. On loue des téléphones, des tablettes, des accessoires, tu vois, des écrans, des casques, des écouteurs. Et on a étendu notre offre aussi sur, on va dire, du workspace équipement. J'allais te demander, il n'y a pas volonté de faire du bureau ou des choses comme ça? On fait du bureau, on fait chaise, bureau, phone booth, qui marche très bien. Trottinette, vélo, scooter? Pas encore, mais peut-être. C'est dans la roadmap. Et on a dans la roadmap d'autres choses qui vont arriver là, très très bientôt. Trop bien. On va parler de ça justement. Juste un truc qui me semble, tu vas me dire si je me trompe, de mémoire, que c'est une boîte que vous avez bootstrappée. Ouais. Il n'y a pas eu de financement externe à un moment dans votre vie de boîte, puisqu'il y a eu une volonté de faire de la tech quand même à un moment? Ouais, c'est une boîte qu'on a autofinancée depuis le début. On a levé un peu de dette au moment du Covid parce qu'on a profité des PGE en se disant tu vois, il y a la dette facile à avoir à taux zéro, donc autant le prendre. Donc on n'a jamais vraiment utilisé. En fait, on est rentable depuis le premier jour. On n'a jamais eu un seul mois non rentable. Et oui, donc c'est vrai que l'une des spécificités de Fleet dans l'écosystème, c'est que c'est une boîte 100% bootstrap depuis le début, donc depuis 6 ans. Et on a quand même réussi à scaler et à avoir une tech, pas mal investi en tech malgré ça. Trop bien, congrats, c'est cool. C'est pas facile à faire, mais c'est bien de le noter quand c'est bien fait. On va parler de produits du coup aujourd'hui, de stratégie évidemment, stratégie produit comme tu préfères. Donc vous lancez ça en 2019, c'est ça que tu m'as dit au tout début? 2019, sur l'offre que j'appellerais ou que tu appellerais, tu vas me dire c'est mon vocabulaire, serviciel, leasing quoi, d'équipement. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, vous êtes plus que sur ça, vous avez aussi une plateforme comme tu l'as dit en intro d'épisode. Et on va parler de ça aujourd'hui, un peu ce move de serviciel à SaaS plus serviciel, de ce que je comprends c'est complémentaire. Il y a eu un choix qui s'est fait à un moment, ça s'est fait quand ce choix d'ailleurs? En quelle année pour qu'on se projette un peu? En fait, on a toujours eu cette vision. Day One, tu te disais, un jour ce serait une boîte tech au moins à moitié en mode hybride quoi. Oui, tu vois, pour vraiment faire la différence sur le marché, il fallait qu'on ait une dimension tech. Donc en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, tu vois, ça faisait partie de la vision et de la stratégie. Mais oui, on est passé d'une boîte très transactionnelle, tu vois, ce que j'appelle assez transactionnel, c'est-à-dire vraiment, j'ai besoin d'un ordi, j'en prends un. C'est toujours le cas, les gens continuent à nous louer des ordis. Une boîte qui est un peu plus infra, c'est-à-dire qui fait partie aussi des process d'onboarding et d'offboarding des entreprises. Pourquoi faire ça finalement? Tu aurais très bien pu développer une boîte complètement basée sur le leasing
qui semblait être apparemment sain comme modèle, puisque tu disais que vous l'avez autofinancé et que ça s'est bien passé. C'est quoi la volonté? C'est absolument de mettre de la tech partout parce que vous veniez de Rocket Internet, où il y avait vraiment, tu vois, soit un problème à régler, soit juste une vision de boîte classique? Non, il y avait un problème à régler. En fait, on est arrivé sur un marché quand même, tu vois, le leasing, c'est un marché, c'est un gros marché ancien avec beaucoup d'acteurs. Donc déjà, il y avait une volonté déjà d'innover sur ce marché, tu vois, de profiter du numérique, tu vois, pour innover sur ce marché. Donc forcément, si tu veux faire la différence sur un marché, il faut que tu apportes quelque chose d'un peu différent. Donc déjà, voilà, on s'est dit que c'était via la tech qu'on allait innover. Et tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, on a des métriques qui sont un peu différentes d'un leaser classique. Tu vois, un leaser classique, il va avoir des métriques en termes de marge qui sont plutôt des marges de financement, tu vois, de taux de financement, quoi. Il va chercher beaucoup de volume et faire des marges assez faibles. Alors que nous, comme on a un SaaS inclus, on a des marges qui sont entre les deux, quoi. Entre des marges de financeurs et des marges de pur SaaS qui sont énormes. Donc il y avait une volonté à la fois d'innover et puis une volonté de résoudre un problème, quoi, qui est que en fait c'est un marché où il n'y a pas d'acteurs qui arrivent à résoudre, enfin tu vois, il n'y a pas de one-stop shop qui arrive à gérer à la fois la partie hardware et la partie software de l'IT. Donc tu as des très bons acteurs sur la partie hardware, le service hardware, quoi. Les marques qui proposent des garanties, tu vois, livraison, logistique, des prestataires de financement, de location, des gros acteurs implantés type Econocom en Europe. Et puis, tu as des entreprises très fortes sur la partie software, notamment ce qu'on appelle les MDM, Mobile Device Management, qui te permettent de sécuriser et gérer ton parc informatique à distance. Donc, par exemple, un MDM assez connu sur Mac qui s'appelle Jamf. Okay. Mais tu vois, il n'y a pas d'acteurs qui gèrent les deux. Donc, en fait, les services IT ou les gens qui gèrent l'IT dans les entreprises, et notamment les PME, qui sont souvent mal adressés, et en fait, ils ont à la fois une plateforme pour gérer la partie software et puis un prestataire hardware, quoi. Et parfois, d'ailleurs, même, ils ont un prestataire financement, tu vois, une banque, BNP, ils disent on va refinancer nos contrats d'ordinateurs, de leasing par BNP, mais BNP n'assure pas la livraison et la logistique. Donc, en fait, tu dois passer par un prestataire qui est agréé BNP. Donc, tu vois, as une plateforme BNP, un prestataire sur la logistique et puis éventuellement un prestataire sur la partie soft, sécurisation de ton parc. Et je pense qu'aujourd'hui, Fleet, on est l'un des rares acteurs, si ce n'est peut-être le seul, qui vraiment intègre toute cette chaîne de valeur et est assez spécialisé, assez expert sur toute cette chaîne de valeur. On voit beaucoup de boîtes vouloir faire du tout en un. Ça paraît toujours plus sexy parce qu'on se dit on va maîtriser notre client de bout en bout. Est-ce que c'est toujours une bonne idée, selon toi, tu vois, de faire ça comme ça? Alors, je ne te pose pas forcément une question pour tous les types de produits, parce qu'il n'y a jamais de réponse universelle. Mais c'était assez pour vous d'être convaincu que c'était la bonne réponse de faire du tout en un à l'époque? Le fait de voir... Ouais, c'était la vision. Donc, c'est sûr que, en fait, tu vois, tu avances par briques. Et donc, tu vois, on a commencé avec un produit, tu vois, le MacBook, une offre très simplifiée pour justement être focus et apprendre notre métier. Et tu vois, en fait, tu as des ressources limitées quand tu commences en start-up. Donc, tu sais ce que c'est, quoi. Il faut être très focus pour bien nailer, tu vois, bien maîtriser ce que tu fais. Mais en fait, au fur et à mesure, on a ajouté des briques en faisant toujours tu vois, attention à maîtriser ce qu'on fait. Et je pense qu'à terme, c'est bien d'avoir des visions. Enfin, ça dépend quelle est ton ambition, quoi. Mais si tu veux être... nous, on a des assez grosses ambitions. On veut vraiment être un leader européen de la gestion IT pour les PME. Si tu as cette ambition-là, je pense que oui, il faut te donner les moyens. Et du coup, cette notion quand même de all-in-one, elle est assez puissante. Et d'ailleurs, tu vois, tu as même des acteurs qui essayent même de faire à la fois RH, HR et IT. Tu vois, donc quand je te dis all-in-one, là, on est all-in-one sur l'IT, mais tu vois, tu peux même éventuellement dire, OK, tu vois, il y a des liens très forts entre les RH et l'IT, puisque tu vois, tu recrutes un employé, tu lui donnes un ordi, tu l'onboard sur sa stack d'outils, tu l'offboard, tu vois, et tu dois lui couper ses accès. Donc, tu vois, tu peux pousser le all-in-one encore plus loin. Donc, vraiment, après, c'est une question d'ambition, mais oui, je pense que c'est une vision assez forte. Ouais. Avant qu'on rentre sur comment vous avez fait cette transition de manière concrète, tu parles tout à l'heure tu viens de dire à l'instant, la vision, c'est de devenir un peu le leader européen sur les petites et moyennes entreprises. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas des grosses boîtes? Alors,
Bon, déjà, quand je dis petite, moyenne entreprise, tu vois, aujourd'hui, on arrive quand même aussi à toucher des boîtes qui sont... alors, tu vois, les PME, la définition, c'est moins de 250 salariés. Bon, je pense que nous, on va jusqu'à 500, voire, dans certains cas, tu vois, ça dépend des use cases, mais on peut monter jusqu'à 700, 800 sur certaines entreprises. Alors, je pense qu'après, c'est assez difficile quand même de jouer sur tous les tableaux en termes de buyer persona. Tu vois, ça pour le coup, donc de profil type de client que tu adresses. Et les besoins dans les entreprises plus grosses, tu vois, ils sont très très différents des besoins pour les PME. Donc les entreprises plus grosses, elles ont besoin de moins de standardisation, un service beaucoup plus sur mesure. Elles ont des exigences en termes de sécurité, en termes de maîtrise de ce qu'elles utilisent qui sont beaucoup plus forts. Elles ont tu vois, des gros services IT en interne. Et nous, on est un produit relativement standardisé, tu vois, parce qu'on peut pas scaler, on pourrait pas scaler si on n'était pas standardisé. Donc, on peut pas courir tu vois, jouer sur les deux tableaux. Sinon, je pense que là, pour le coup, on ferait tout mal. Donc, je pense que le marché, tu vois, est déjà énorme. Tu vois, le marché de l'IT aux entreprises, si tu comptes l'équipement, mais aussi tous les services associés. Tu vois, en fait, aujourd'hui, tu as des gens qui t'équipent, mais tu as aussi ce qu'on appelle les infogérants, tu vois, qui te gèrent ton support, tu vois. Puis tu as les outils que tu utilises aussi pour déployer les applications. Donc, tu vois, c'est un très, très gros marché. Plusieurs milliards d'euros en France et plusieurs dizaines de milliards d'euros en Europe. Donc, je pense qu'il y a déjà de quoi faire sur ce marché. Et on préfère quand même être excellent vis-à-vis d'une persona spécifique, d'une cible spécifique, et répondre vraiment à ses besoins, plutôt qu'essayer de courir un peu partout, quoi. Très clair. C'était pas une question VC, mais ça m'intéressait, ma petite personne, de savoir pourquoi vous n'étiez pas, au bout de quelques années, monté sur ce type de boîte, et je comprends complètement maintenant le sujet. Quand vous décidez du coup là d'attaquer ça, de vous dire bon, là il faut qu'on développe un SaaS et que le SaaS devienne aussi une partie de notre offre qu'on propose à notre cible. J'imagine que tu disais tout à l'heure avec Alexandre, vous êtes plutôt issu du business, donc j'imagine que vous regardez quand même ce qui se passe d'un point de vue revenu et métrique. Quand vous lancez ce challenge du coup de transformer votre offre, qu'est-ce que vous regardez comme métrique principale à ce moment-là, au moment où vous commencez à monter le SaaS, en vous disant si on a réussi, tu vois, la mise en place de ce SaaS, si telle métrique évolue de telle manière? Ouais, alors, le SaaS, il a commencé à être sur une version très simple. On voulait résoudre la partie... donc, bon, déjà, le SaaS, il facilite le produit, enfin le service, hein, tu vois, donc commander, mettre un ticket en cas de problème, renouveler, tu vois, donc ça c'est des fonctionnalités assez simples, tu vois, mais qui doivent quand même être sur une plateforme, tu vois, comment je commande un nouvel ordi, comment je suis la livraison, le financement, comment je mets un ticket quand j'ai un problème, bon, donc ça évidemment il y avait ça à développer. Et ensuite sur la partie, en dehors de cette partie-là très transactionnelle, on a commencé avec un inventaire, en fait, tu vois, un outil d'inventaire. Donc, assigner l'ordinateur à l'utilisateur, voilà, mettre tu vois, un système de tagging par équipe, par localisation. Ça, c'était le premier use case du Premier SaaS. use case, très simple, Okay. tu vois. Vous avez dit, c'est ça. Ça paraît basique, mais en fait, quand on a fait notre Customer Discovery, avant même de lancer Fleet, on s'est rendu compte qu'en fait, les 3/4 des boîtes, elles ne savaient pas qui avait quoi dans l'entreprise, tu vois. Donc, et même quand on savait quel ordinateur, on n'avait pas les numéros de série, tu vois. C'est pas un besoin que votre cible vous remontait, c'est vous qui l'avez deviné, ça? Ouais, on l'a deviné. Bah, tu sais, oui, parfois c'est un peu inconscient, tu vois, quand tu fais des discoveries, c'est-à-dire c'est en posant les questions que les gens se rendent compte, tu vois, en répondant aux questions que oui, c'est vrai que ça c'est un vrai problème. Tu vois, mais même moi, ma femme, elle travaille dans une boîte de 200 personnes avec un service IT en interne, tu vois, une grosse PME dans la pub. Et on était en vacances à Tenerife et on s'est fait voler nos ordinateurs. Et en fait, elle, son service IT ne savait pas quel ordinateur elle avait, quel numéro de série, donc ils n'ont pas pu faire marcher l'assurance. Donc tu vois, même des entreprises installées avec des services IT peuvent être assez mal gérées en termes de partie juste inventorielle, tu vois, c'est assez simple, quoi. Et sinon, il y avait pas mal de boîtes qui géraient ça sur des fichiers Excel, mais du coup, c'était pas à jour. Donc c'était le premier use case auquel on a répondu. Et donc ce qu'on a regardé, enfin notre North Star à l'époque, c'était taux d'assignation, c'est-à-dire quel pourcentage d'ordi dans les cockpits, donc le SaaS qu'on a monté s'appelle le cockpit, dans les cockpits des clients sont assignés à un utilisateur. C'est marrant parce que par intuition, je me suis dit, en t'écoutant,
c'est évident que la première chose à développer dans le SaaS, c'est une espèce de support client où quand il y a un problème avec le MacBook, tu parlais tout à l'heure de l'exemple d'Alexandre qui ferme son Mac sur ses écouteurs, qui est ce qui, semble-t-il, vous a marqué, même si c'est du storytelling, peut-être, j'en sais rien, mais c'est, semble-t-il, un des déclencheurs, quelque part. Tu te dis, bon, en fait, nos clients, ils veulent un support en direct. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les LLM comme ils marchent aujourd'hui, mais tu vois, où ils puissent avoir une réactivité très, très forte en cas de casse. Mais non, tu me dis, non, c'est les inventaires que vous avez sortis en premier. Non, si tu veux, c'est la... Moi, tu vois, l'ordering, donc l'onboarding, la commande, le support et le renouvellement, comme je te disais, c'est des fonctionnalités qu'on a développées évidemment, mais qui font un peu partie, tu vois, de la partie, c'est très corrélé au service de base, quoi. Okay. Tu vois, si j'avais que ça, est-ce que je pourrais appeler ça un SaaS, tu vois? Pour moi, c'est entre guillemets, j'exagère, mais une sorte d'espace client amélioré. Tu vois. Donc, la première fonctionnalité qui est vraiment très décorrélée de cette partie très transactionnelle, c'est cette partie assignation. Tu vois, qui est vraiment pour le coup là inventaire, tu vois, qui est pour le coup très décorrélé de l'offre entre guillemets très cœur, quoi. Mais évidemment, on avait dès le début, on avait un support. Alors au début, le support c'était des mails, puis après évidemment très vite ça a été un système de ticketing. Ouais. Et ce que tu veux dire quand tu parles de la partie inventaire ou assignation, c'était une fonctionnalité ou c'était vraiment le début le produit tel que vous l'avez promu chez vos clients existants par exemple, ou tel qu'il est arrivé dans les nouvelles propositions commerciales quand vous en faisiez, c'était ça, c'était l'assignation. Vous n'avez pas distribué autre chose comme proposition de valeur? Ouais, on a distribué c'était une première version du cockpit, du SaaS, avec un système d'inventaire, tu vois. Un SaaS avec possibilité évidemment de commander, de renouveler, de mettre ses tickets et aussi d'avoir une vision, tu vois, sur son parc IT en temps réel, qui a quoi dans l'entreprise. Ouais. Ça m'intéresse que tu me dises un petit peu, à l'époque, si tu t'en souviens, parce que ça fait quelques temps. C'était quand exactement ça, tu te rappelles? C'était courant 2020. En fait, on a recruté, donc on a commencé, moi et Alex, on a commencé à faire des ventes très vite, quoi. Ouais. Et en fait, avec l'argent qu'on a gagné, on a recruté notre premier duo tech fin 2019, tout début 2020, quoi. Je pense janvier 2020, ils sont arrivés tous les deux. Deux développeurs ou un CTO, quelqu'un qui manageait? Non, justement, un binôme produit tech. Tu vois. Ok. Un ou une PM et un développeur. Ouais, exactement. Mais en fait, un VP product et un VP engineering. Okay. En fait, on leur a dit ensuite, vous allez build une équipe sous vous, quoi. Mais on a toujours attaché pas mal d'importance à avoir une forte, tu vois, on va dire une forte dimension product dans l'équipe. Tu vois, on a toujours eu beaucoup de product par rapport au dev et tu vois, on a toujours eu un binôme product and tech et maintenant, en fait, on n'a plus qu'un leader dans l'équipe qui vient du produit, tu vois. Ok, intéressant. Ensuite, il y a des lead dev en dessous de lui et évidemment des product managers. Donc, on les a recrutés début 2020. Et puis, c'est marrant parce que on s'est dit, bon, ok, là, on investit. On recrute quand même 2 profils assez expérimentés, nos 2 premiers CDI. Et 2 mois plus tard, Covid. Ouais. Donc, tout s'arrête. Évidemment, à ce moment-là, tu vois, le monde freeze, quoi, se paralyse. Et donc, plus aucune commande d'ordinateur. Évidemment, plus personne, tu vois, recrute ou fait quoi que ce soit pendant, je pense, 2 mois. Plus personne ne se lève de son lit. Exactement. Et c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, on vient de recruter quand même 2 CDI et on n'a plus de business, quoi. Ouais. Donc après, c'est reparti. En fait, après, c'est reparti encore plus fort. Parce qu'en fait, ça a été porteur pour vous, le Covid? Ouais, ça a été porteur. Ouais. Ça a été porteur parce que du coup, il y a eu énormément de commandes d'ordinateurs, par exemple, portables. Tu vois, des boîtes qui avaient des ordinateurs fixes, qui se sont dit, on va passer au portable. Donc, il y a eu ça. Il y a eu, de toute façon, un plus fort usage, de manière générale, de l'ordi parce qu'il y a eu une digitalisation du secteur, quoi. Ouais. Et puis tu sais, la tech, il y a eu quand même une vague ensuite de croissance dans la tech post-Covid. Donc on a pas mal surfé sur ça. Et alors en plus, tu vois, nous on est totalement digitalisé, donc même dans le marché, si tu veux, du leasing, c'était encore très old school à l'époque. C'était signature papier, parfois rendez-vous physique client. Enfin, tu vois, je sais pas si. T'as eu des rendez-vous physiques clients? Non, nous jamais, justement. Okay. Nous, depuis le début, tu vois, on était totalement digitalisés, mais tu vois, je me souviens que nos partenaires de leasing, tu vois, parce qu'on externalise les contrats de financement à des banques ou à des partenaires de leasing, nous classaient toujours numéro 1 en termes de nombre de e-signatures, tu vois. Parce qu'en fait, on n'utilisait que de la e-signature, évidemment, tu vois, que du DocuSign pour faire signer nos clients. Donc même ça, tu vois, je pense que ça nous a permis aussi de faire la différence à l'époque où il y avait quand même du confinement et que c'était plus possible de faire signer ses clients physiquement, quoi.
Hyper intéressant. C'est marrant ce que tu me dis, et je voulais te faire rentrer là-dedans justement, d'adresser un peu les quelques volets que je pose toujours sur ce podcast, qui sont, tu vois, produits, orga, process, équipe et distribution, ce qui va se passer sur ces volets-là en lançant le SaaS. Et donc tu me parles, toi, dans un premier temps, on a parlé un peu du produit, de ce que vous avez fait dans le produit, et là tu me parles de l'équipe et tu me dis, on recrute un VP Product, peu importe, quelqu'un au produit, et un développeur. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément une pratique qu'on voit beaucoup, de se dire aussitôt de faire venir quelqu'un au produit avec finalement aussi peu de gens à la tech. Il s'est porté comment ce choix à l'époque? Pourquoi par exemple pas 2 développeurs à la place de quelqu'un au produit, voire 3, parce que quelqu'un au produit qui a un peu la casquette VP, si c'est comme ça que vous l'avez vendu à l'époque, ça coûte cher. Oui, bah en fait on a fait ce choix, on a pas mal étudié le sujet et en fait je pense que en particulier à l'époque, je pense, moins maintenant. Mais tu vois, le produit était sous-valorisé, je pense, tu vois. Et alors qu'en fait, je pense que tu vois, le design, l'expérience utilisateur est super importante, tu vois. En plus, nous, on n'est pas à l'époque, tu vois, cette première version du SaaS, c'était pas très complexe, quoi, tu vois. Mais par contre, ce qu'on voulait, c'était avoir une UX parfaite, un design, tu vois, top, pour dégager quelque chose d'assez quali, quoi. Et, vous n'auriez pas pu le faire en prenant, par exemple, je sais pas, un designer freelance avec effectivement des devs en interne, puisque là, il faut avoir des gens qui rendent le produit stable et qui font évoluer. Non, je pense que du coup, je pense que du coup, c'était bien d'avoir un leadership produit dans la boîte. Okay. Je pense que c'était assez important. On voulait développer une stratégie aussi, tu vois. Donc nous, c'est vrai qu'on est 2 cofondateurs très business, et donc on avait besoin aussi de quelqu'un qui nous aide à avoir à développer notre vision du produit. Donc on avait besoin de quelqu'un qui nous aide sur cette strate, tu vois, un peu produit. Donc, on avait besoin d'un lien entre le business et la tech. Et je pense que ça a été un super choix. Justement, tu l'as interviewé dans un podcast précédent il y a quelques Guillaume, années. Je vais mettre en lien d'ailleurs des ressources de l'épisode. Ça nous a énormément apporté. Il était expérimenté, Guillaume. C'était pas sa première expérience. C'est important, j'imagine. Ouais, très très bon. Il a été, c'était quasiment en fait un late founder. Tu vois, on a fait énormément de sessions strat avec lui il a très fortement participé à la vision du produit. Et alors, vous qui étiez tous les 2 co-founders business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez complètement lâché cette partie, vous avez rendu Guillaume et le développeur de l'époque autonome, ou est-ce que vous étiez aussi, par exemple, je sais pas, à faire des specs avec Guillaume, à vous mettre un peu dans le produit? Comment Non, vous pas du tout. Pas du tout. Donc, on était plus sur strat, tu vois, vision. Et donc, au début, on a pas mal fait de sessions avec Guillaume. Mais c'est vrai qu'assez, tu vois, au bout de 6 mois, je pense que c'était un duo qui fonctionnait très bien. En plus, tu vois, 2 profils très complémentaires. Et en fait, très vite, c'est devenu une équipe, tu vois, un duo très autonome. En fait, du coup, il y avait un peu un duo business, moi et Alex, et un duo tech, Benjamin et Guillaume, qui fonctionnait très très bien. Et je pense que ça a été aussi une très grande force. On leur a laissé beaucoup d'autonomie. Et je pense que c'est pas plus mal aussi, quoi. Enfin, je pense que parfois, quand en tech, quand t'as les funders sur le dos, c'est pas toujours, tu vois. On voit les deux. Voilà, ça peut marcher, mais ça dépend, tu vois. Enfin, nous, on avait vraiment très très peu d'expérience produit et même si on aime ça, tu vois, on est quand même très très business. Donc c'était super d'avoir ce duo assez autonome. Combien de temps vous mettez pour construire le SaaS et finalement le commercialiser pour la première fois? Je pense qu'ils l'ont fait pendant le confinement. Tu vois, ils ont commencé à bosser dessus en janvier, février. Ça a mis 3-4 mois, quoi, je pense. 3-4 mois, ouais. Et comment vous avez packagé? Alors, ce qui m'intéresse, c'est le packaging et le pricing de ce SaaS. À l'époque, il n'y a qu'un plan, il y a plusieurs plans. Et comment vous l'intégrez à vos propositions commerciales auprès de vos clients? En fait, du coup, nous, notre vision, c'est vraiment d'avoir un all-in-one subscription, tu vois. Donc, il n'y a pas de différents... Enfin, en fait, on inclut, si tu veux, le SaaS, la plateforme. Non, plus que ça, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Par contre, juste le leasing sans le SaaS, c'était pas possible. Non. OK. Tu vois, c'est un service un peu... l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très simple, tu vois, tout inclus. Après, dans le SaaS, du coup, tu as des add-ons, quoi. Enfin, maintenant, on a développé pas mal de choses. Bien sûr. Donc, on a... là, c'était la première version, donc qui, je pense, n'était pas capable de se vendre toute seule. Tu vois, c'est pas... je pense qu'un système d'inventaire, c'est cool, tu vois, mais tu vas pas facturer
pas facturer, entre guillemets, un Excel amélioré, quoi, tu vois. Maintenant, on a ajouté des fonctionnalités, donc MDM, comme je te disais, donc Mobile Device Management, donc qui te permettent de sécuriser ton parc à distance, donc tu vois, de crypter les disques durs, tu vois, de désactiver un ordi à distance s'il se fait voler, tu vois, d'être compliant ISO 27001, donc ça, c'est beaucoup plus, enfin, ça, c'est de la tech beaucoup plus développée, donc ça, c'est devenu un add-on, tu vois, t'es pas obligé de, tu vois, tu payes le leasing, mais le MDM, c'est une facturation séparée. Et puis, on a d'autres choses. On a antivirus, password manager. Donc, on a plein de produits supplémentaires, mais que ça fonctionne. Donc là, c'est pas des plans, tu vois. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt entre guillemets marketplace, c'est-à-dire que tu vas payer, voilà, tu choisis les produits que tu payes en plus, et c'est un abonnement séparé, quoi. Et pour revenir au début, du coup, donc tu dis, on l'intègre directement au pricing. Finalement, le leasing, c'était quelque chose c'était du paiement mensuel, récurrent ou annuel, j'imagine, à l'époque, avant de lancer le SaaS. Ouais, mensuel. Ouais. Et donc, quand tu intègres le SaaS, tu dis à tes clients, ça va coûter plus cher maintenant, ou tu gardes le même prix? Non, je garde le même prix. Bon, après, le prix, tu vois, a évolué naturellement, je pense. Enfin, il n'y a pas eu de changement de prix. En fait, je pense qu'au début, on a vendu une vision, quoi. Donc, tu vois, nous, on a toujours été, entre guillemets, plus cher qu'un leasing pur et dur, tu vois, c'est-à-dire un leasing sans service, mais qui n'est pas du tout ce qu'attendent, en fait, la plupart des entreprises, quoi, en particulier les PME. Mais tu vois, on a toujours été positionné plus cher, on a toujours fait des marges, entre guillemets, plus importantes, mais après, derrière, on investit beaucoup plus à côté, quoi. Et donc, en fait, je pense qu'au début, je vendais une vision. En plus, c'est moi qui vendais directement. Donc, si tu veux, tu vends vachement une vision quand tu es fondateur. Et puis, en fait, cette vision s'est créée au fur et à mesure. Mais donc, du coup, tu vois, un client qui commandait au tout début et qui commandait pour 3 ans un ordinateur, en fait, il achetait une vision, mais en fait, ensuite, quand on a sorti le SaaS et on continue à développer plein de fonctionnalités, lui, il continue à payer le même prix. Tu vois. Donc, on n'a pas vendu quelque chose qu'on n'a pas délivré derrière, quoi. Donc, tu disais, je vendais une vision, de toute façon, le prix était le même, donc ils étaient, dans tous les cas, ce qu'ils venaient chercher, c'était du leasing, j'imagine. Toi, tu imagines dans ton discours commercial, ça a évolué un peu parce que tu vendais le leasing plus le SaaS. Mais il y a un moment où tu as décidé de monter les prix, comme beaucoup de SaaS font, c'est-à-dire qu'ils montent tous les 6 mois ou pas? Non, on n'a pas trop monté les prix. En fait, c'est un petit peu... en fait, comme nous, on est rentable depuis le premier jour, on n'a pas trop été touché par... on n'a jamais vraiment fait de up and down ou de gros virages, tu vois. On a toujours été assez stable dans notre politique parce que on n'a pas été touché par un changement de paradigme, tu vois. Maintenant, on demande à tout le monde d'être rentable, donc tu vois, évidemment, il y a des gens qui ont augmenté leur prix. Nous, comme on est rentable depuis le début, on n'a pas trop eu besoin de changer. Mais je pense que, évidemment, il y a plein de gens qui sont venus juste pour le leasing, mais je pense que la plupart des gens sont quand même venus pour l'idée de simplifier, tu vois, la gestion de leur ID avec du leasing, en se disant c'est vachement bien de faire du leasing versus d'acheter, mais aussi, tu vois, c'est simple, tu vois, de souscrire chez Fleet, c'est simple, c'est rapide. Donc même quand on n'avait pas de SaaS, tu vois, je veux dire, tu faisais une demande, donc au tout début c'était un formulaire, je te rappelais dans les 5 minutes, je te faisais une offre avec un prix fixe. Tu vois, donc le leasing, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, chez les acteurs traditionnels, tu fais une demande et ils te font une cotation en fonction de ton credit scoring. Donc, tu sais pas vraiment quel prix tu vas payer. C'est pas très transparent. Il y a plein de... Quelle galère. C'est une galère. C'est une galère. Rien quand t'en parles, ça me fait peur. Ouais, tu vois, et puis il y a plein de frais cachés. Tu vois, c'est un peu comme les banques, en fait. Hein, tu vois, t'as plein de frais cachés, t'es renouvelé tacitement. Si tu veux arrêter ton contrat, faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date butoir. Si tu l'envoies pas dans les 3 mois avant, si tu l'envoies à moins de 3 mois, t'es renouvelé pour 1 an, tu peux pas sortir du contrat. Voilà. On s'est dit, ne serait-ce que, tu vois, changer une offre, rien que sur la partie servicielle, sans même tech, tu vois, ça va déjà créer de la valeur. Et donc, les gens achetaient de la simplicité. Tu vois, ok, MacBook Air 39,90 par mois, prix garanti, livraison en 2 jours, hyper simple. Je vais pouvoir louer un ordi de manière simple, tu vois, et transparente. Et puis en plus, les startups avaient du mal à se faire financer à l'époque et nous on finançait les startups. Mais donc du coup, si tu veux, il y avait déjà une sensibilité à ce discours. Donc en fait, moi je vendais une vision plus globale. Je leur disais en fait aujourd'hui c'est ça l'offre. Mais en fait, on va développer une plateforme qui va te permettre de tout gérer de manière digitale et en fait de simplifier la gestion de tout le cycle de vie de l'ordinateur, pas seulement l'acquisition. Donc voilà, enfin c'était assez proche en fait. Et les clients que vous aviez déjà, je sais pas quel volume de clients tu avais quand tu lances le SaaS, tu te souviens ou pas? Juste sur le leasing du coup. Hein. Ouais, je pense qu'on avait peut-être une centaine d'entreprises clientes, mais assez petites, tu vois. Comment tu les as onboardés sur le SaaS? Ça a été juste un mail, c'est les appeler un par un,
Bah ouais, on avait en fait avant le SaaS, on avait un master file, donc un Google Doc avec toutes les infos, tu vois, donc toutes les commandes, toutes les infos des clients. Donc en fait, on avait et toutes les infos sur les ordinateurs, tu vois, et les adresses de livraison et la plupart des clients. Enfin, il y avait pas mal de clients qui livraient chez leurs employés, donc on avait déjà une grosse partie aussi des utilisateurs des ordinateurs en fait, tu vois. Donc en fait, on a roll out le SaaS avec déjà un système, un inventaire déjà pas mal pré-rempli pour les entreprises, puisqu'il y avait l'ordinateur, les specs, tu vois, processeur i5, i7, RAM, stockage, date de location, date de fin de location, numéro de série. Et ce qui me manquait, c'était une partie des utilisateurs, parce que on n'avait pas l'info sur l'utilisateur. Mais on avait déjà pré-rempli pas mal d'infos parce qu'on disait mais en fait on a livré chez tu vois Margot Chemin à telle adresse, donc on imagine que c'est bien Margot Chemin, tu vois, qui utilise l'ordi. Voilà. Et donc en fait après il y a eu un peu de account management, donc après on a envoyé des mails et appelé les clients pour compléter ce fichier, quoi. Trop bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc maintenant que le SaaS a beaucoup évolué, vous avez des gens qui viennent pour l'offre SaaS et pas pour le leasing? Alors, on a quelques clients qui viennent pour l'offre SaaS et notamment pour le MDM, tu vois, qui est vraiment l'outil tech, tu vois, qui, je pense, justifie que tu puisses payer standalone un service, quoi. Donc ouais, on a des gens, mais la plupart des gens qui rentrent par le SaaS, ensuite, en fait, tu vois, ils viennent aussi parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir aussi, tu vois, prendre du leasing chez nous. Tu ne vends pas comme un truc séparé, toi, tu vends la vision totale qui est de simplifier le leasing globalement avec de l'outillage. Ouais, la proposition de valeur, elle est quand même vachement all-in-one, parce que en fait, si tu rentres juste sur la partie SaaS, tu vois, déjà, c'est quand même à toi de gérer un peu ton inventaire, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand même à toi de rentrer les infos parce que nous, on n'a pas l'info, tu vois, des ordis que tu as. Donc, tu peux les uploader. On a un système d'upload assez simplifié. Mais après, si tu achètes un ordi ailleurs, tu vas devoir connecter un peu les tuyaux. Et puis, si tu as un problème sur un ordi, nous, on ne peut pas assurer une garantie, un support sur un ordi qu'on n'a pas loué. Tu vois, donc, de toute façon, nous, notre acquisition, elle a toujours été, OK, tu as déjà 30 ordis dans ta flotte parce que vous êtes 30 dans la boîte, vous allez scaler jusqu'à 100. On va pas te dire, tu rentres chez nous pour tes prochains besoins. Donc, tu as déjà une partie des ordis qui seront non-fleet. On va les uploader ensemble sur la plateforme et au fur et à mesure, tu vois, tu vas tout switcher chez Fleet, mais on va pas te demander de renouveler des ordis que tu as achetés il y a 6 mois juste pour qu'ils soient en location chez Fleet, tu vois. Oui, je pense que Fleet a du sens vraiment quand tu décides de passer par Fleet pour l'ensemble de la chaîne de valeur, quoi. Après, je te dis, il y a des gens qui rentrent par le MDM, par le SaaS, par le produit, et qui après convertissent sur le leasing. Ouais. On a parlé de métriques au début, tu me disais, on a regardé une première métrique qui était, tu sais, sur la première, je cherche le terme depuis tout à l'heure. Assignation. Assignation, c'est ça que je cherche. Il y avait agrégation en tête, c'est pas exactement ça. Donc tu regardais une North Star métrique au début. In fine, en préparant cet épisode, tu me disais qu'il y a eu un effet quand même grâce au SaaS, c'est que vous avez pu upseller des clients et que donc il y a une métrique business qui est corrélée à ça directement. Qu'est-ce que vous observez? Ça vous a permis quoi d'un point de vue business finalement ce SaaS aujourd'hui? Si ce n'est qu'on a beaucoup parlé de l'expérience globale, du tout en un. Tu dirais que la métrique principale sur laquelle vous portez votre regard aujourd'hui vis-à-vis de ce SaaS-là, c'est quoi? C'est la stickiness. Je pense que c'est vraiment... En fait, la vision, c'est d'être de plus en plus infra, tu vois, dans les boîtes. Donc, moi, je différencie beaucoup le transactionnel de l'infra. Et d'ailleurs, tu as des SaaS qui sont transactionnels. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on voit des... je sais pas si c'est des SaaS, mais des produits. Enfin, tu vois, on voit... je sais pas, toutes ces boîtes là qui font 15 millions d'ARR en 3 mois, type Lovable, Lovable, c'est exceptionnel, tu vois, ce qu'elles font, incroyable. Après, tu vois, ça rentre pas vraiment dans l'infra des entreprises. Moi, je trouve que quand tu rentres dans l'infra, c'est-à-dire quand tu rentres vraiment dans les process des boîtes, tu vois, CRM, tu vois, ces choses-là, quoi, tu vois, la paye. Là, tu as une stickiness assez forte parce que du coup, il y a un switching cost, tu vois, il y a un coût de churn, tu vois, un coût de quitter l'entreprise, quitter le produit qui est assez fort. Tu vois, nous, aujourd'hui, on est chez HubSpot. On a tout connecté à HubSpot, notre produit il est connecté à HubSpot. Enfin, je veux dire, si demain on doit quitter HubSpot, il y a du taf, quoi. Tu vois. Et donc, du coup, ça augmente vachement la stickiness. Alors, est-ce que nous, on sera un CRM? Je pense pas. Tu vois, on sera jamais vraiment un CRM.
Mais tu vois, on peut s'inscrire quand même pas mal dans les process d'onboarding et d'offboarding des employés. Donc, tu vois, aujourd'hui, on est connecté en API avec tous les gros outils RH de la place. Le MDM, ça te permet de préinstaller, tu vois, les applications sur l'ordi des utilisateurs, des employés avant la livraison. Donc, tu vois, tu vas pré-paramétrer que, je sais pas, quand tu recrutes un sales, tu veux qu'il ait Slack, Notion, mais tu veux aussi qu'il ait Aircall et un accès HubSpot. Bon, voilà, tu peux pré-paramétrer ça si tu prends notre MDM chez Fleet. Et donc, du coup, l'expérience onboarding est beaucoup plus puissante. Tu vois, on est en train de développer une fonctionnalité de gestion des licences, tu vois. Ça veut dire que tu vas pouvoir justement gérer tes licences, qui a les licences payantes, qui a les licences gratuites, directement depuis la plateforme Fleet. Donc tu vois, ça c'est des trucs qui sont assez infra et qui augmentent vachement le temps que le client reste chez toi. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu es moins tributaire de... Ça arrive à tout le monde d'avoir, je sais pas, une mauvaise expérience. Alors en plus, nous, comme c'est assez ops, tu vois, tu commandes des ordis. Je sais pas, nous aujourd'hui, on crée énormément de valeur pour les clients parce qu'on livre par exemple partout dans le monde. Oui, ça peut arriver que quelqu'un qui nous commande un ordi au Pakistan, il puisse arriver en retard, il a une mauvaise expérience, ou quelqu'un qui reçoit un ordi qui est défaillant. Et tu es quand même beaucoup moins tributaire d'une potentielle mauvaise expérience ponctuelle d'un client quand tu t'inscris dans son infra et qu'il se dit ok tu vois, on va pas quitter Fleet pour ça. Et donc nous on bouge de plus en plus par là, mais oui, je pense que ce qu'on a regardé le plus, c'est la lifetime value et le churn, la stickiness. T'arrives à te dire de comment elle a évolué, cette métrique, depuis que vous avez lancé le SaaS. Alors, je sais qu'il y avait moins d'échantillons de clients à l'époque, donc on ne peut pas faire de grosses statistiques, mais tu arrives à te dire elle a été multipliée par, 2, 3, ce qui est déjà énorme. Ouais, on a divisé le churn par 3. Divisé, donc là, stickiness, c'est l'inverse du churn, si on peut le dire comme ça. Voilà. C'est pas exactement ça, d'ailleurs. Il faudrait que je vérifie, faut pas que je dise de conneries. Mais globalement, c'est la notion inverse. Donc, par 3, c'est énorme. On regarde deux choses. Enfin, tu vois, on regarde... Il y a plusieurs métriques qu'on regarde pour regarder un peu le taux de réoccurrence et le taux que les clients restent chez nous. Donc, nous, on regarde en fait les clients actifs, tu vois, qui sont chez nous. Donc, pour nous, un client actif, c'est un client qui a... donc, il y a deux barrières, quoi. Enfin, il y a deux... on regarde ceux qui ont commandé à moins de 3 mois et ceux qui ont commandé à moins de 6 mois un nouvel ordinateur. Donc nous, tu vois, tu rentres chez nous sur ta flotte actuelle et sur tes prochains besoins. Et en fait, après, tu recommandes très régulièrement. Tu vois, 80% de notre business, tous les mois, vient de clients déjà existants, déjà chez nous, qui recommandent un ordinateur parce qu'ils ont une recrue, un nouveau besoin, un renouvellement. Donc ça, c'est une partie très importante de notre business qui fait d'ailleurs qu'on est obligé d'avoir une expérience client, de toute façon, depuis le début, qui est top, parce que, tu vois, si on a une mauvaise expérience client, en fait, il y a 80% de notre business qui peut partir, quoi. C'est clair. S'écroule. Donc nous, on regarde énormément ça. On regarde du coup aussi le taux de renouvellement en fin de location des clients, tu vois. Donc au bout de 3 ans, tu vois, qui est la durée standard d'un leasing, est-ce que le client renouvelle, tu vois, chez nous, ou alors est-ce qu'il dit voilà, j'ai fini mon contrat et en fait maintenant je passe à l'achat. Donc on regarde ces deux métriques et donc on a un taux de renouvellement au bout de 3 ans comparé, tu vois, benchmark avant le lancement du SaaS. Ouais, avant le lancement du SaaS. Alors en fait, c'est même pas avant le lancement du SaaS, c'est qu'on compare, tu vois, en fait. Le taux de renouvellement au bout de 3 ans, il est un petit peu difficile à comparer avant le lancement du SaaS parce que tu vois, en fait, on a lancé le SaaS et il n'y avait même pas de premier renouvellement. Mais ça, on le compare plutôt au marché, tu vois, au marché du leasing. Okay. Et on a donc un taux de renouvellement qui est bien supérieur, tu vois, au marché, au benchmark qui se fait sur le leasing IT chez les players traditionnels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Et ensuite, ce qu'on regarde énormément, c'est le nombre de clients actifs. Tu vois, le pourcentage de clients actifs par rapport à la base totale de clients. Et ça, ça a énormément augmenté depuis le lancement de... Donc les clients actifs, c'est ceux qui ont commandé. Je vais te demander, c'est quoi le déclencheur pour dire qu'un client est actif ? Il a commandé à moins de 3 mois. Alors on regarde deux, tu vois, il y a les actifs, très actifs et les potentiels actifs. Okay. Donc très actifs, c'est ceux qui ont commandé dans les 3 derniers mois. Les potentiels actifs, c'est les 6 derniers mois.
Mais ces 2 chiffres sont bien supérieurs depuis le lancement du SaaS et depuis qu'on ajoute des fonctionnalités, en fait, ils ne font qu'augmenter. Tu vois, le pourcentage de clients de la base qui ont commandé un ordinateur chez nous ou un autre produit d'ailleurs dans les 3 derniers mois. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui est hyper intéressant. Tu as commencé à parler de ces boîtes qu'on voit en fin 2024, début 2025. On est en mars 2025, on enregistre là. Où effectivement, on voit beaucoup de boîtes et tous ces outils basés sur IA qui ont des croissances phénoménales sur des petites équipes avec des dizaines de millions de dollars de revenus mensuels. Alors, je crois que c'est de l'ARR pour celle que j'ai en tête, mais en tout cas en quelques mois. Et ça souligne un truc quand même qui est très intéressant et qui est très important dans la stickiness dont tu parlais tout à l'heure et le fait de locker des clients. C'est bien de faire de revenus des croissances incroyables, mais il y a beaucoup de contenu qui est en train de sortir sur ces boîtes, dont Lovable, Replit, etc., qui disent quand même qu'on va voir, mais il y a certainement dans ces courbes de revenus exponentiels beaucoup de revenus de curiosité. Le revenu de curiosité, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est en gros, tout le monde met sa carte très très vite parce que l'effet waouh, le time to value, donc le temps que tu as pour avoir de la valeur sur ces outils type ChatGPT d'ailleurs, est très court. Tu tapes un prompt, boum, tu prends un effet waouh, tu te dis waouh, c'est dingue. Et donc là, ces outils type Lovable, Replit, c'est tu tapes un prompt et boum, ça te génère un site internet, quoi. J'exagère à peine. Et beaucoup disent que bon, les gens vont faire joujou pendant 6 mois, 1 an, et à un moment ils vont se dire bon, en fait, des sites internet, j'en fais pas tant que ça. Et donc c'est ça le revenu de curiosité, c'est qu'en fait il y a beaucoup de revenus qui risquent un peu de s'effondrer parce que les gens vont enlever leur carte, ils sont plus si curieux que ça. Il y a beaucoup d'outils qui vont sortir entre temps, et il est probable que ça ralentisse très très fort. Et donc là, le churn risque de faire un peu mal, quoi. Et donc toi, tu es sur un business inverse, on n'est pas sur des top croissances. En même temps, je pense qu'il y a une boîte sur 1 million qui ont ces croissances-là. Néanmoins, vous avez, grâce à ce SaaS, la possibilité de locker, c'est pas que le SaaS d'ailleurs, c'est tout votre modèle, hein, tout en main, de locker vos clients, ce qui fait que on est sur l'inverse du revenu de curiosité, c'est du revenu de sûreté quelque part, quoi. Vous arrivez, le revenu arrive et en fait, il y a très peu de chances que vos clients partent, hormis si la boîte tombe, quoi. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Je pense qu'on est moins on a moins de stickiness que des SaaS, que des CRM très infra, que tu vois des boîtes, je pense type Pigment ou même tu vois des logiciels de paye type Payfit. Enfin, je pense que ça a été une faiblesse au début, tu vois, parce qu'on était très transactionnel, donc les gens se disaient ok, très sympa, offre de location, très cool, et puis après, mais pour X ou Y raison, tu vois, je différencie beaucoup rétention à satisfaction, tu vois, évidemment que la rétention est moins bonne si la satisfaction est pas bonne, mais nous c'était même pas ça, tu vois, la plupart ouais, évidemment t'as toujours de l'insatisfaction, mais la plupart des clients, ça peut être aussi juste un changement de politique, tu vois, on veut arrêter de faire du leasing, ou on a recruté un IT en interne, et en fait il gère ça différemment parce qu'il est arrivé avec son propre playbook, enfin il peut y avoir plein de raisons. Bien sûr, ouais. Donc ça a été une faiblesse historiquement. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une faiblesse, tu vois. On a une certaine stickiness, quoi. Et on le voit en plus vachement sur les nouveaux marchés qu'on a lancés, tu vois, il y a 2 ans, donc nous on s'est vachement internationalisé et on voit que les bases clients sont encore plus saines sur les nouveaux marchés, tu vois, parce que c'est des clients qu'on a acquis plus tard et donc avec un produit bien plus mûr. Abouti, ouais. Vous êtes sur quel marché là aujourd'hui ? Alors on est sur pas mal de marchés, quoi. Il y a 150 pays, je te demande pas de me citer 50. Non, mais en fait en gros, on a des bureaux à Paris, Barcelone, Berlin et Londres, qui sont les 4 gros marchés, nos 4 plus gros marchés, quoi. On a 4 gros marchés européens. Et ensuite, en fait, on opère depuis Barcelone, Italie, Portugal. Depuis Berlin, on opère, tu vois, les pays Autriche, Suisse, Pays-Bas et UK. Tu vois, Londres, on opère aussi Irlande et enfin tous les UK, quoi. Et on a lancé les US, donc pour l'instant, on les opère depuis l'Europe, quoi. Génial. Mais à terme, on va, je pense, ouvrir un bureau aux US. C'est toi qui vas y aller ? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas, mais j'ai quelqu'un en tête. Ouais. Ah, trop cool. J'ai une question pour toi là-dessus. C'est est-ce que tu te considères ou vous considérez être une boîte tech ou pas du tout ? Je pense qu'on est une boîte. Si, on est une boîte tech. On est une boîte tech. On n'est pas une boîte deep tech, quoi. Mais je pense qu'on est une boîte tech, quoi. Ouais. Vous n'êtes pas on pourrait dire une boîte servicielle qui est facilitée par la tech. Je pense que ça, c'était le début, quoi, ouais. Justement. Je me souviens parce qu'avec Guillaume, à l'époque, on fait l'épisode, et ça remonte à, je pense, pas loin de 3 ans. Ouais. On avait parlé de SaaS, Tech-Enabled SaaS. Ouais. Enfin, l'inverse, du coup. Tech-Enabled Business, quoi. Exactement. Ouais, bien sûr. Et tu vois plus comme ça. Ouais, je pense que là, on a...
enfin, on shift de plus en plus vers quelque chose enfin, c'est de moins en moins tech-enable, quoi. Mais en fait, si tu veux, on gardera toujours cette offre hardware, hein, de façon je commande des ordi, je me les fais livrer, etc. Mais je pense que ça ne t'empêche pas d'être une boîte tech. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est très innovant sur notre marché, on est bien plus tech que la plupart des acteurs, enfin en tout cas, on est beaucoup plus tech que tous les acteurs traditionnels, donc on est plutôt proche des autres acteurs potentiels concurrents, tu vois, start-up du marché. Je pense qu'on a fait un très bon choix d'être bootstrap parce que je pense qu'on n'est quand même pas un VC business, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, on est rentable depuis le début, donc on n'a pas besoin de l'argent des VC. Et du coup, on n'a pas besoin... Enfin, on n'est pas une boîte qui va proposer des multiples de fous, tu vois. On va jamais faire x100 un VC en 5 ans, quoi, ou en 4 ans, quoi. Donc, ouais, on est entre les deux, quoi. On est entre les deux, mais on est tech, ouais. Je pense qu'on est tech. Est-ce que sur ce passage, donc à nouveau, full service à peu importe, mix ou alors tech service, tech business, vous avez fait des erreurs? Est-ce qu'il y a des erreurs qui viennent en tête? Des choses que tu donnerais un conseil même à d'autres qui voudraient faire des choses similaires? On a fait des erreurs. Alors déjà, je repense à ta question, mais tu vois, pendant longtemps, plus de 40% de nos équipes, c'était des équipes tech. Tu vois. 40%? Ouais, plus de 40%. Ouais. Voire même à un moment 50%. Vous étiez combien à ce moment-là, après, dans la boîte, pour qu'on se rende compte? Je sais pas, une trentaine, quoi. Trentaine, donc il y avait une quinzaine de personnes qui étaient un peu moins... Par moment, ouais, je pense qu'à un moment, on est arrivé à 50% des équipes qui étaient tech. Tu vois. Donc très peu de sales. Proportion d'une boîte tech normale, quoi. Proportion de boîte tech normale. Et ça a duré très très longtemps comme ça. Là, on a switché parce que maintenant, on a un produit beaucoup plus mûr et en fait, on a une traction énorme et donc on investit énormément en sales, tu vois, en équipe revenu. Mais pendant longtemps, ça a été comme ça. Et je pense que d'ailleurs, potentiellement, on va tu vois, c'est un peu des momentum dans des boîtes. Là, c'est jamais statique. En ce moment, là, on a fait 60% de croissance en 2024. Bien. Cette année, on va peut-être faire potentiellement 80, voire 100% de croissance. Tu vois, donc on a vraiment, là, on est en hyper croissance en ce moment. Tu communiques sur le chiffre d'affaires ou l'ordre de grandeur? Ouais, aujourd'hui, on fait, tu vois, le mois dernier, on a fait 2 millions. Ouais. Tu vois, donc annualisé, c'est 24, quoi. Ouais, c'est beau. Et c'est top. Ouais, et donc, oui, donc là, on appuie sur l'accélérateur, quoi. Et puis potentiellement, je pense que, tu vois, si on repart sur un cycle, on se dit, OK, là, on veut investir sur les 3-5 prochaines années pour repasser un palier. On va peut-être, tu vois, réinvestir pas mal en tech pour, tu vois, préparer la prochaine phase de croissance. Et après, donc, tu vois, c'est des phases, quoi. Mais pendant très longtemps, la majorité, enfin, l'équipe la plus grosse, c'était de très loin l'équipe tech. Et à un moment, on avait 50% des entreprises tech. Ouais, des effectifs tech. Ouais. Et donc, c'était une erreur, du coup, tu disais? Non, c'était pas une erreur. Non, c'était juste pour te remettre dans le contexte de est-ce qu'on est une boîte tech, quoi. Je pense que oui. Après, l'erreur, justement, ça a été peut-être à un moment trop croire qu'on était une boîte tech. Tu vois, en 2022, je pense. Donc, tu sais, tu étais le premier à le savoir, hein, il y a quelques années, il y avait une mode qui était de se dire, en fait, il n'y a plus trop besoin de force commerciale et les produits vont se vendre tout seuls, product-led growth, voilà, c'est ça. Donc, on a tous lu la littérature sur ce sujet, les boîtes à succès type Slack, Notion, enfin, c'était... il y a une grosse hype autour de ça. Qui disait même regretter de ne pas avoir onboardé davantage d'équipes sales plutôt. Ouais. Ouais, le co-founder de Notion lui-même donc, tu vois, c'est une des erreurs qu'on a faites. C'est un paradigme qui a complètement changé. Et nous, en fait, à ce moment-là, on s'est dit, OK, donc on a un produit assez simple à comprendre. Tu vois, il n'y a pas besoin forcément de faire des démos extrêmement complexes. Tu vois, voilà, c'est un ordi, un service, un cockpit de gestion, d'assignation potentiellement. Enfin, tu vois, à l'époque, on n'avait pas encore MDM. Donc, voilà, on s'est dit, on a un product assez simple, assez transactionnel. On va essayer de porter la croissance par le produit directement. Donc, tu vois, tu peux te créer un compte gratuit sur le cockpit. Après, t'es guidé par intercom. T'es éduqué de manière un peu automatisée. Potentiellement, tu as un sales, tu vois, qui t'accompagne, quoi. Mais en gros, les boîtes vont se connecter, commencer à uploader leurs propres ordis, voir un peu les fonctionnalités, puis après se dire, si j'ai un nouveau besoin, tu vois, j'ai un bouton commander et je vais commander chez Fleet, quoi.
Et bon, ça n'a pas été une erreur massive, mais ça a été une stratégie qui n'a pas marché, dans laquelle on a quand même investi pas mal, et qui d'ailleurs, à cette époque, du coup, on a complètement sous-investi en sales. Tu vois. On s'est dit, ok, du coup, on n'a pas trop besoin de sales, le produit va se vendre tout seul, on va pousser à fond cette stratégie. En fait, ça n'a pas du tout marché. Et là, on en est complètement revenu, parce que maintenant, on vend le produit. Tu vois, c'est vraiment très sales-led. Et c'est ça aussi, d'ailleurs, qui nous a permis de repartir en très forte croissance, quoi. C'est qu'en fait, on a quand même compris que c'était qu'un produit, en fait, ça se vend en B2B, tu vois, quand tu t'adresses pas à la toute petite boîte de 3 personnes, tu vois, mais à des boîtes quand même, tu vois, même si c'est des PME qui ont 50, 100 personnes et qui prennent des décisions un peu. C'est quand même une décision structurante de dire je vais changer de prestataire IT, on va passer par un nouveau service. Tu as besoin de parler à un commercial. Et encore aujourd'hui, tu vois, si on a un problème sur le produit, tu vois, hier, la semaine dernière, on a réalisé une nouvelle fonctionnalité. Parce que tu sais, on a un gros use case qui est vraiment on livre partout dans le monde, tu vois. Donc pour tes employés en remote, c'est extrêmement, ça crée énormément de valeur, tu vois. Comment tu livres un ordi en Inde, c'est hyper galère. Donc avec Fleet, vraiment, c'est hyper bien géré. Et donc, on a lancé une fonctionnalité de calcul des délais de livraison en fonction du produit et du lieu de livraison précis. Enfin, tu vois, un truc assez bien fait, qui a eu plein de bugs, tu vois, la semaine dernière, tu vois. Et du coup, les clients pouvaient plus commander, donc ils ont tous contacté leur account manager. Enfin, c'est là que tu te rends compte que si t'as pas de commerciaux derrière, tu vois, c'est hyper compliqué. Puis t'as une perte de valeur monstrueuse, tu vois. Nous, on fait 500 000 euros de revenus par semaine. Si t'as une semaine où t'as plein de bugs à la commande et que tu fais 0, je veux dire, t'es bien content de payer une équipe sales pour te permettre de faire ces 500 000, tu vois. Donc, c'est quoi ton apprentissage là-dessus pour les gens qui t'écouteraient, qui se diraient, ouais, en effet, nous aussi, on pensait au product-led growth sur notre produit. Et maintenant que j'écoute Sévan, je me dis que effectivement, on pourrait le voir différemment. C'est quoi que tu leur dirais à ces gens-là? Non, c'est un apprentissage général, mais aussi qui est un peu... je pense que quand t'es pas très expérimenté, quand t'es fondateur, pas très expérimenté, donc first-time founder. Enfin, tu sais ce qu'on dit souvent, les first-time funders sont très product, misent tout sur le produit, et les second-time funders misent tout sur la distribution. Ouais. C'est un classique, quoi. Et en fait, nous, on a monté Fleet, c'était notre première boîte, mais en fait, on a travaillé chez Rocket Internet et on a été un peu comme quasiment comme des founders là-bas. Ouais. Donc quand on est arrivé, on était déjà un peu expérimenté. Mais en fait, tu te rends compte que plus tu es expérimenté, plus tu te rends compte à quel point la distrib est importante. C'est-à-dire, il y a plein de produits qui se valent. Évidemment, c'est important d'avoir un bon produit, mais je veux dire, le marketing, la brand, la distribution, ta capacité à communiquer et à le distribuer est, je pense, tu vois, même plus importante, tu vois. En fait, il suffit de voir, je veux dire, la plupart des gens, avant de prendre la décision de passer par un outil, tu vas pas essayer de regarder quels sont tous les outils qui existent sur le marché et passer des jours et des jours à diguer. Tu as entendu parler de 2-3 players que tu vas peut-être comparer et après tu vas les juger. Je veux dire, si les produits sont relativement équivalents, tu vois, tu vas plutôt les juger aux interactions que tu as eues avec le commercial ou au niveau de confiance que tu as dans la marque. Tu vois, je pense que la décision d'achat, pour moi, c'est quand même très confiance, tu vois, crédibilité, quoi, et timing, quoi. Donc, est-ce que c'est le bon timing et est-ce que la marque et le produit a une crédibilité? Et cette crédibilité, elle se construit pas juste parce que le produit est bien, tu vois. Cette crédibilité, elle se construit parce que t'as eu de la communication autour, enfin, t'as vu beaucoup ce produit, soit par des publicités, soit par de la communication organique. Soit t'as beaucoup échangé avec un commercial avec lequel t'as beaucoup de fit et qui t'a donné confiance. Donc, le learning, mais c'est un learning général, quoi. C'est que, je pense que ton produit, il se vend pas tout seul, quoi. Et donc, c'est très difficile d'avoir un produit qui se vend tout seul et c'est un peu un doux rêve. Et je pense que s'il se vend tout seul, il pourrait se vendre encore mieux s'il avait un petit push supplémentaire par des équipes un peu revenues, quoi. Très bon learning. Merci beaucoup, Sévan. Tu m'as parlé de Rocket à l'instant. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou celles qui ne connaîtraient pas Rocket, tu me dis si je le décris bien, c'est ce qu'on pourrait appeler un studio / accélérateur de start-up qui est allemand de mémoire de base, qui avait pour spécialisation ou pour philosophie de faire des copycats, donc des copies de business qui marchaient très bien, notamment aux US, je crois. Et donc Rocket a initié cette boîte qui s'appelle Jumia, de mémoire, pour laquelle tu as bossé, c'est ça? Ouais. Il y a une anecdote que tu voulais nous raconter, puisque tu as bossé pour Jumia au Maroc. Tu nous racontes un peu ce que c'est quoi? Ouais, donc
Moi, donc voilà, j'ai 36 ans, donc j'étais diplômé en 2013, tu vois, d'une école de commerce, l'EDEC. Et j'avais fait des stages en finance, en conseil. En fait, à l'époque, si tu veux, il n'y avait pas encore cette mode, cette hype autour de la tech et des startups. Et donc, du coup, tu vois, il y a eu des phases, hein, mais en gros, les métiers stars, vraiment star, quand j'étais en école, c'était conseil en strat et finance, M&A, finance de marché. Donc moi j'ai fait des stages en finance et en conseil en strat que j'ai trouvé cool, hein, mais je sentais tu vois, j'avais pas cette excitation. Donc tu vois, quand j'étais en stage, je me disais, mon stage dure 6 mois et tu te rends compte qu'après je vais devoir bosser pendant 43 ans, tu vois. Genre je me disais, mais je vais jamais tenir en fait, tu vois, c'est pas possible quoi. Et en Europe, il n'y avait pas grand chose en start-up en fait à l'époque, dans la tech. Mais il y avait donc. 2013, tu dis. Hein. Ouais, 2013. Mais il y avait donc ce sorte d'incubateur, enfin startup studio, enfin cette boîte qui créait des boîtes qui s'appelait Rocket Internet, qui était un peu la référence, tu vois, et qui a pas mal d'ailleurs créé des vocations d'entrepreneurs derrière. Les gens qui regardaient un peu l'entrepreneuriat à mon époque, ils regardaient un peu eux, quoi. Enfin, c'était un peu, ça faisait partie. Donc Rocket Internet, ils ont monté Zalando, tu vois, le site de e-commerce. C'est très fort en e-commerce. Donc c'est des fondateurs, enfin c'est des Allemands qui sont partis dans la Silicon Valley à la fin des années 90, qui sont revenus et qui ont en fait copié des idées de boîtes américaines. Donc la première idée, ça a été de monter une sorte d'eBay, un eBay allemand. Et en fait, au bout de 6 mois, ils sont fait racheter pour 50 millions de dollars par eBay. Et à partir de là, ils se sont dit, OK, en fait... On va faire pareil. Non, mais en fait, ouais, on a trouvé la martingale, donc on va refaire pareil. Donc, ils ont créé, à l'époque, tu sais, il y avait les sites de deal, Groupon. Ouais. Donc, ils ont créé CityDeal, qui était le Groupon européen. Pareil, ils l'ont revendu à Groupon. Ils ont créé le Airbnb européen qui s'appelait Wimdu. Voilà, ils ont fait plein de choses. Et puis, après, ils se sont dit, OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais dans les pays émergents. Donc, Afrique, Asie du Sud-Est et Amérique latine. Et donc là, ils ont essayé de copier des business models, donc le business model d'Amazon, notamment en Afrique, qui s'appelle Jumia. Et donc, ce qui était bien dans ce groupe, c'était qu'en fait, ils recrutaient des jeunes qui sortaient d'école, tu vois, et ils les envoyaient dans les pays. Et donc, on avait un site internet, une tech, tu vois, il y avait pas mal de choses qui étaient gérées en centrale. Mais toi, tu étais en fait country manager. Enfin, tu arrivais en tant que country manager. Tu lançais tout de zéro, quoi. Voilà, tu lançais tout de zéro. Enfin, tu montais les équipes commerciales sur place et tu générais le business. Enfin, tu créais la partie business, quoi. Enfin, tu vois, sur place, quoi. Donc moi j'ai été embauché pour alors pas country manager mais business developer pour l'Afrique du Nord, tu vois, donc Maroc qui existait déjà, puis j'ai ouvert Algérie, Tunisie, et puis après je me suis refocus sur le Maroc. J'ai rencontré mon associé Alexandre là-bas, et en fait ça a complètement lancé, si tu veux, ma carrière. C'est là que j'ai trouvé ma vocation. J'ai rencontré mon cofondateur. Donc voilà, ça a été la décision la plus importante de ma vie, je pense. Très bien. Enfin, peut-être après avoir monté Fleet derrière, mais enfin, c'est un peu ça qui a tout lancé, quoi. C'est hyper important, les premières décisions, je pense, quand on sort d'école. Et je me souviens que donc, à l'époque, donc, je sortais de l'EDEC, donc je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais un peu aimé conseil en strat, mais je sentais que, tu vois, c'était pas vraiment ma vocation, quoi. Et donc, je commence à chercher du boulot. Et en fait, j'ai une offre en conseil. Et j'ai cette offre, tu vois, de Rocket. Problème de riche. Problème de riche. Sauf que du coup, donc l'offre en conseil, bien payée, boulot à Paris. Alors en plus, moi, je revenais du Mexique, j'avais fait un stage au Mexique, donc petite déprime de retour à Paris. Bon, voilà. Et puis, offre de Rocket au Maroc, contrat local non valable, payé en cash, très mal payé, tu vois. Enfin, offre un peu... pas le truc rassurant. Quoi. Ouais, pas du tout rassurant. Et donc à ce moment-là, j'en discute avec mes parents. Évidemment, mes parents me disent prends le conseil à Paris. Attends, c'est des gangsters, jamais tu vas bosser pour cette boîte, c'est n'importe quoi. Soit tu as un contrat français sécurisé, soit voilà. Et donc je choisis l'offre en conseil, quoi. Et pendant 2 jours, en fait, je dormais pas la nuit, tu vois. Je sentais qu'il y avait quelque chose que j'avais mal fait. T'as l'intuition que tu loupes un truc. J'avais l'intuition que je sentais que je prenais pas la bonne décision. Est-ce que c'était la peur donc le FOMO, la peur de louper quelque chose, ou est-ce que c'était vraiment juste de l'intuition de te dire j'ai pris une mauvaise décision? C'est instinctif, tu vois. Mais moi, je pense que c'est hyper important de suivre son instinct. Tu vois, en fait, l'instinct, c'est
tu rationalises des choses, enfin c'est quelque chose que tu n'arrives pas à rationaliser, mais qui en fait dans ton passé, dans ton fil, enfin dans ton expérience de vie, t'amène à te dire que c'est ça la décision que tu devrais prendre. T'arrives pas à le rationaliser, à le post-rationaliser, mais en réalité l'instinct c'est assez rationnel en fait. Tu vois, et d'ailleurs en tant que fondateur, je suis assez souvent mon instinct, tu vois, quand t'as et donc oui, je pense que là en fait je sentais bien que ce qu'il fallait que je fasse c'était de partir là-bas. Donc en fait j'ai accepté cette offre en conseil et puis au bout de 48 heures je me suis dit non mais en fait c'est pas possible. T'avais dit non déjà à Jumia? Et je sais plus si je leur avais dit non, tu vois, je leur avais peut-être pas dit non. Mais du coup, je rappelle le conseil, je leur dis en fait c'est mort et j'accepte l'offre de Jumia. Et c'était non mais en plus c'était hyper à l'époque c'était un sacré choix parce que du coup donc là-bas en fait j'étais payé en cash avec un contrat non valable en fait, tu vois, un contrat marocain, mais on n'avait pas bien fait le process, tu sais, pour avoir un visa, un permis de travail, etc. Donc en fait j'étais payé en enveloppe de cash, j'étais payé pendant 3 ans en enveloppe de cash. C'est pas vrai. Et j'allais changer mon cash, donc mes dirhams marocains, tu vois, c'était même pas des euros, j'allais les changer au marché noir à Casablanca, tu vois, donc totalement illégal, contre des billets de 100 euros. Parce que t'as pas le droit de sortir au Maroc j'ai appris ça récemment, d'argent à l'extérieur du Maroc. Ouais. Tu pouvais pas... Ou des petites sommes, quoi, tu vois, des petites sommes que tu déclares, mais tu vois, très limitées. Mais faire des virements en euros vers ton compte, d'un compte marocain. Non, j'avais pas de compte marocain. Pas de compte bancaire, j'avais pas de permis de résident, pas de compte bancaire marocain, j'étais payé en cash, en dirhams. Donc je devais aller changer cet argent au marché noir. Et c'est quoi le marché noir? C'est que tu travailles sur des places, tu vas au souk, argent. Tu vas au souk. Ouais, au souk. Tu vas au souk, tu changes tes billets contre des billets, quoi. Au souk de Marrakech? Au souk de Casablanca. De Casablanca, tu l'as dit, ouais. Et ensuite, je remontais cet argent caché, en fait, tu vois, dans la ceinture, quoi. Enfin, tu vois, ceinturé autour de moi. Je passais les portiques de l'avion, en fait. Ils voyaient rien. Ils voyaient rien, sauf la dernière fois que j'ai remonté à Paris, quoi. Où là, en fait, j'ai touché, du coup, donc là, j'avais démissionné, en gros, de Jumia, quoi, parce que je voulais rentrer à Paris et passer à l'expérience d'après, quoi. Mais donc, du coup, j'ai touché mon solde de tout compte, mon bonus, enfin, j'ai touché pas mal d'argent d'un coup, quoi. T'avais un peu plus de liasses que d'habitude. Ouais, il y avait pas mal de liasses, et donc là, je me ceinture pas mal d'argent autour de moi, et en fait, le portique sonne. Parce qu'en fait, je crois que les billets, tu vois, ils sont un peu métalliques. Tu vois, il y a une partie un peu métallique sur les euros. Tu vois. Et donc, le portique sonne. Et donc là, je peux te dire, non, mais le flip, tu vois, parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Tu vois, c'est mon dernier jour au Maroc. Au Maroc, ouais, ça sonne. Au Maroc. Et donc, je me fais fouiller par. La douane locale. Ouais, par la douane. Par le mec des portiques, quoi. Ouais. Tu vois. Et en fait, il commence à me tâter. Et en fait, il voit bien, tu vois. Enfin, il tâte et il voit bien que j'ai... Enfin, tu vois, j'avais beaucoup d'argent ceinturé, en fait. Ouais. Comme un gangster, quoi. Et je sais pas, c'est incroyable. Miracle. Mais vraiment miracle. Il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil et il m'a laissé passer. C'est pas vrai. Ouais. Mais c'est histoire complètement dingue. Attends, c'est Jumia qui te conseille de faire ça ou c'est toi qui déduis que il faut que tu ramènes l'argent comme ça par biais? Non, je le faisais quand même. Ouais, je le faisais de ma propre initiative. Non, mais en fait, Jumia, c'était un peu chaotique parce que tu vois, c'était en Afrique, dans plein de pays d'Afrique, ça avait scalé et donc en fait la partie admin, finance était assez mal gérée. Enfin, en local était mal géré et donc en fait il y avait des contrats pas valables dont le mien et en fait tout le monde faisait un peu l'autruche sur ça, quoi, tu vois. Et moi ça me permettait aussi, tu vois, de pas payer d'impôts, enfin il y avait une sorte d'omerta un peu tacite et en fait moi j'avais trouvé cette combine et ça marchait. Je me suis dit bon je ramène l'argent en cash et après par miracle, tu vois, j'arrivais à déposer l'argent à la banque en France, tu vois. Et t'es passé. Bon j'espère que personne des impôts nous écoute au niveau de l'État marocain, du coup, ou français. Je sais pas ce que t'as fait. Tu diras pas ce que t'as fait avec. Franchement. Il y a prescription. J'espère pour toi, 2013. Bref, écoute, trop marrante cette histoire. Merci beaucoup de me l'avoir partagé ici. C'est la première fois que j'en parle. Enfin, on a déjà parlé en privé. Je vais faire une grosse promo dessus, alors. Comme vous distribuez sur Fleet. Mais écoute, on arrive à la fin de cet échange. C'était super cool de pouvoir faire ta connaissance en live, parce que je te connaissais pas, et de voir ce que tu fais avec Fleet. C'est assez ouf ce que vous réalisez, vu les chiffres que tu nous as donnés. Tout ça sans financement externe, tout ça en finançant avec du cash de Jumia par portique d'avion. Je te remercie beaucoup d'être venu. J'espère avoir des news assez vite de ce que vous faites avec Fleet. Tu me tiens au jus? Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très sympa. Je t'en prie, je pense qu'il y aura d'autres sujets produits apparemment, visiblement. Ce que tu me dis, c'est qu'il peut y avoir des vagues où ça recommence. Donc hâte de savoir ce que vous préparez. Puis on a pas mal d'annonces qui arrivent prochainement. Donc
tu nous suivras, je pense. Tu t'entendras parler de nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, bravo, félicitations. Vous n'êtes pas nombreux. Je reçois, comme vous le savez maintenant, plusieurs fois par mois des invités comme Sévan qui est ici. Et tout ça part sur YouTube, mais également toutes les plateformes d'écoute, également une newsletter en anglais. Désolé pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Ça me permet d'aller chercher des gens un petit peu hors de France. Et vous retrouverez évidemment tout le contenu de l'échange avec Sévan et une version approfondie de tout ce qu'on s'est dit via cette newsletter. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très vite. Salut.